Et donc, la première chose, alors qu'on va pas voir dans le ce soir, et que je vous invite à faire, c'est installer Node.js, installer MySQL. Alors, j'ai le lien pour installer sur Mac. Vous trouverez très facilement le lien pour installer sur Windows. Et la documentation de MySQL. On va quand même utiliser MariaDB ce soir. MariaDB, c'est la version de MySQL qui est open source comme MySQL, mais qui n'est pas euh, enfin, qui appartient à la communauté, qui n'appartient pas à Oracle, une entreprise privée. Donc, on va utiliser MariaDB enfin, il n'y a pas de préférence, c'est juste que j'utiliserai MariaDB en général, mais franchement, la documentation MySQL suffit amplement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé un dossier Node MySQL dans lequel on est ici. Ensuite, j'ai installé... Ah ben non, je ne l'ai pas fait, donc je vais créer un projet NPM. Mais avant, pour avoir NPM, il faut avoir installé Node.js. Allez sur ce site, vous l'installez en fonction de votre version. Et une fois qu'il est installé, vous avez par défaut Node. euh, vous avez par défaut Node. Voilà. Et vous avez aussi NPM. Voilà. Donc en installant Node.js, vous avez deux lignes de commande qui s'installent dans votre ordi et ça vous permet de pouvoir installer des modules avec Node ou créer des projets avec, pardon, installer des modules et créer des projets avec NPM, des projets Node. Et Node, c'est pour lancer le code. Donc on va commencer avec ça et nous faire un npm init-y pour démarrer notre projet. Et là, on a notre package JSON qui est notre carte d'identité de notre projet. Pourquoi Node.js Pourquoi pas nuage de cube C'est juste que on va essayer de faire un peu tout. Donc ce soir c'est Node.js. Voilà. À la base on fait du JavaScript ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une base de données, enfin c'est PHP et MySQL tout le temps. Donc l'idée c'était vraiment de montrer sur le long terme, hein, je ne vais pas faire ça tous les mercredis, mais de montrer à quelques lives que on peut utiliser un langage, on peut utiliser par exemple PHP avec Pango, on peut utiliser Node avec d'autres types de bases de données. Voilà, voilà. Est-ce que ça répond à ta question? D'ailleurs, bonsoir à toi et bienvenue. N'hésite pas à nous dire ce que tu fais, en quoi tu codes, puisqu'en général, les gens qui viennent sur le salon savent déjà un peu coder ou sont intéressés par le code. Donc j'ai installé le projet, la carte d'identité, le package JSON, et on va utiliser pour ce projet Express Sequelize, qui est l'ORM qui va permettre de faire des requêtes sans écrire des requêtes SQL, et MariaDB, qui est le module, qui est le driver qui va se connecter à la base de données. Donc, c'est parti. npm-i express Sequelize et MariaDB, qui est MySQL, mais la version pas achetée par Oracle. Voilà, donc c'est installé. Il y a le dossier Node Modules qui s'est créé. On va créer notre premier fichier pour lancer notre serveur index.js. Cet index.js, il va require, il va faire appel au module qu'on a installé. Donc on va créer une variable express qui va require, qui va importer le module express que je viens d'installer, et on va installer, on va require, pardon, la variable Sequelize, où on va require Sequelize. Voilà. On va commencer par créer notre serveur. Une fois qu'il tourne, on va essayer de le connecter à notre base de données. Donc pour ça, on va faire ce que j'appelle un serveur d'application, pardon. Application server. Et on va faire TB server, le serveur de base de données. Donc là, ça va être Express, le serveur d'application. C'est l'initialisation. Initialize.
initialize. Voilà, donc je peux vous montrer la documentation, enfin, mais il y a très peu de choses à voir. Donc npm express, on regarde le package express, je vais faire un 2 tiers, un tiers, hop, le package express, voilà, c'est comme ça. Donc on a le require, le const app, le app-get pour la page de base et le app-listen. Donc c'est parti, app.get slash, et donc en fait c'est notre route, c'est-à-dire c'est quelle URL on va utiliser. Moi je vais utiliser des fonctions ES6. Si vous avez des questions sur le JavaScript, n'hésitez pas. Je suppose que les personnes qui viennent connaissent JavaScript, mais je peux répondre aux questions. Si vous connaissez PHP, C#, Java aussi, que je connais un peu, je pourrais vous expliquer les relations entre ce qui existe dans tel langage ou pas dans l'autre. Et on va faire un app-listen. Donc app-get, c'est il va créer une route, c'est-à-dire l'URL qu'on va récupérer. Il y a un callback, il y a une fonction callback, c'est-à-dire que quand moi je vais appeler mon navigateur avec la route précisée, eh bien il va activer ce bout de code et il va lancer la response. Donc rest, c'est pour response.send, donc il va envoyer une réponse qui aura écrit dedans hello world. Ensuite je vais utiliser mon app-listen, donc l'app c'est tout le serveur, et app-listen il va écouter le port 3000, c'est-à-dire qu'il va s'attacher à mon ordinateur et créer un processus qui va tourner en permanence. En plus de ce qu'il y a dans la documentation, moi je le sais déjà, c'est qu'il y a une fonction callback qui me permet de savoir lorsque la connexion a été effectuée. Serveur started, et ça me permettra de voir si le serveur a bien démarré. Donc pour lancer tout ça, je fais node index.js, donc je lance avec node le fichier index.js, et vous voyez, j'ai le serveur started. Mais en général, quand on fait du Node.js, on ne met pas le serveur started, enfin on ne met pas on démarre pas avec node index, on démarre avec npm start. C'est une convention. Et pour démarrer avec npm start, pour démarrer ce fichier, on va dans le package JSON qui est notre carte d'identité du projet. On y met un start et dans le start, on aura la commande node index. Voilà, on a la même commande que j'ai mis tout à l'heure, node index.js ou pas, c'est pas nécessaire le .js en node. Eh bien, je l'ai attaché à un alias, à une fonction qui a un autre nom qui est npm start. Et npm start va appeler node index et va démarrer mon serveur. Donc maintenant mon serveur, où est-ce qu'il existe? Eh ben, je vais le vérifier avec le navigateur et je vais faire localhost 3000. Et voilà, j'ai bien hello world. Et hello world, c'est un peu cheap. Hein. Salut le stream. Ça boum. On redémarre. Hop, hop, hop. On lance, super. C'est exactement ce code-là qui tourne. À chaque fois, vous remarquerez, j'arrête et je redémarre le serveur. Il y a des outils du type Nodimon que vous installez avec npm i-g Nodimon qui font du reload de votre serveur à chaque fois que vous modifiez des choses dessus. Je suis pas trop fan de ça, mais beaucoup de gens l'utilisent. Bon, bah c'est bon, on a fini avec le serveur d'application. Maintenant, on va se connecter avec Sequelize. Et de la même manière, on va aller sur npm, chercher la documentation de Sequelize et on va la suivre pour essayer d'installer, de se connecter à la base de données. D'ailleurs, je vous le dis en avance, il y aura une erreur et justement, on va la corriger. Enfin, je laisse exprès une erreur. Donc, la documentation se trouve sur ce site et je prends la dernière version. Et je prends le code. Commence par ça, non? Ouais, c'est un quick example. Je vais plutôt aller dans le Getting Started. Voilà. Voilà, super. Le Getting Started me donne pas mal de choses. Attention, Sequelize se connecte à différentes bases de données SQL.
Ce qui fait que il va utiliser SQLite, Postgres. Nous, on va utiliser MariaDB. Il utilise aussi MySQL ou Microsoft Server. SQL, pardon. Donc SQLite, c'est un entre-deux. C'est pas lui qui se connecte vraiment. C'est pour ça que j'ai fait npm i de MariaDB tout au début. Ici. Ça, je l'ai déjà fait, cette commande, pour ceux qui viennent d'arriver. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire ce code et tenter de me connecter. Parce que là, comment je vais m'assurer que je suis connecté? J'ai ce petit bout de code-là qui va tester ma connexion. Si la connexion est bonne, eh bien, on va faire ça. Et bien, c'est parti. Donc, j'ai déjà fait le const SQLize et je ne l'ai pas fait exactement pareil. Donc, il y a une déstructuration ici. Donc, je vais créer un objet ici. Pareil, la déstructuration, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à demander. Et je vais plutôt prendre l'option 2, par préférence. Hein, il y en a deux, on choisit ce qu'on veut. Hein. Donc, je vais faire un const SQLize et petit s, donc c'est sensible à la casse, les variables, avec new SQLize. Donc, SQLize est une classe, on va l'instancier avec les informations de ma base de données. Donc, je présuppose, c'est comme Mongoose pour presque. Oui, non, pardon. Mongoose pour MongoDB, c'est exactement ça. Sauf que Mongoose, il fait à la fois driver et ORM. SQLize, il fait uniquement ORM et MariaDB fait le driver. Ou en fait, peut-être que Mongoose appelle le driver MongoDB automatiquement. Je pense que c'est plutôt ça. Donc ouais, c'est exactement la même chose que Mongoose pour MongoDB. Très bonne remarque. La base de données, eh ben, je l'appelle e-commerce. Je sais pas, je vais faire un site e-commerce. Je me connecte à ma base de données locale avec le admin et le mot de passe qui c'est admin, je crois. Je sais plus ce que j'ai mis. Attendez 2 secondes, je regarde dans le code que j'avais fait en préparation qui n'est plus là. Parfait. Donc on va supposer que c'est ça. Si ça fonctionne pas. Et donc on a 4 paramètres. 1, 2, 3 et le quatrième. Alors attendez, je vais ouvrir un petit peu parce que c'est pas lisible sinon. Le quatrième paramètre, c'est un objet. Cet objet contient 2 clés, host et le dialecte qui va être MariaDB dans mon cas. Donc, hop, un objet, je vais à la ligne, host, c'est le localhost. Donc c'est sur mon ordi que la base de données vient de démarrer. Et dialecte, MariaDB. Voilà. Ensuite, sur ce SQLize, je vais mettre ce bout de code qui va try et catch ma connexion. Sauf que le try catch, et il y a un await, ne va fonctionner que dans une fonction async. Donc je vais créer une IFI immediately invoked function expression, pardon. Voilà, comme ça que ça s'appelle. Il y a le nom en français, mais je le connais pas. Et en fait, c'est une fonction. En JavaScript, une fonction, c'est comme ça. Voilà, ça c'est une fonction. Sauf que cette fonction, je dois la nommer const do something. Donc, cette fonction, je l'ai créée et je l'ai nommée. Et ensuite, pour l'appeler, je mets la parenthèse autour. Ça appelle une fonction. Sauf que ma fonction, je ne veux pas la nommer. Je veux l'invoquer immédiatement au moment où je la crée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace le do something par ça. C'est une fonction. Sauf que ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ça va... en termes de... Comment on appelle ça? En termes de syntaxe, c'est pas propre. Donc, je vais entourer ma fonction d'une parenthèse. Et là, c'est bon. J'ai une fonction auto-invoquée. Maintenant qu'elle est auto-invoquée, immédiatement invoquée, eh bien, je peux rajouter le async à la base de mon fichier. Et maintenant, je peux utiliser le try, enfin le await surtout, puisque
await et async, c'est comme Hansel et Gretel, ils sont tout le temps ensemble. S'il y en a un, il y a l'autre pas loin. Ou comme Laurel et Hardy, hein, Sacha et Pikachu, tous les duos que vous préférez, vous pouvez remplacer. Bon, on va tester npm start et on va regarder si on a bien le console log connection has been established successfully. Et ce n'est pas le cas. Parce que je vous avais dit que j'avais laissé une petite erreur. Pourquoi? Parce que dans ma base de données SQL, il faut la lancer et il faut la créer. Donc ça, c'est la seule chose à faire en amont. Il faut juste créer la base de données. Et une fois qu'elle est créée, on peut faire tout le reste de la gestion de la base de données dans SQLize. Donc, j'ai ouvert un terminal ici. J'ai déjà lancé mon MySQL avec MySQL Server Start. Voilà. Je crois que c'est la même commande pour Windows et Linux et Mac. Donc ça, c'est déjà fait, je n'ai pas besoin de le faire. Ensuite, je vais rentrer dans ma base de données et je fais MySQL. Et là, j'ai accès à ma base de données. Première chose que je vais faire, je vais créer, donc create table, pas table, create database. Et je vais lui donner le nom e-commerce. Point virgule, entrée, c'est bon, je viens de créer une base de données. Je fais show databases. Je crois que c'est ça, voilà. Bon, j'avais d'autres projets avant. Vous voyez, on a bien e-commerce qui est là. Super. Donc maintenant que ma base de données a été créée, eh bien cette erreur va peut-être partir. Je ne sais pas. Donc je redémarre mon super. Voilà. Connection has been established successfully. Donc maintenant ce qui serait bien, c'est de pouvoir mixer les deux. Alors avant de pouvoir mixer les deux, on va quand même essayer de créer un modèle qui va se connecter à la base de données en rajoutant des infos. Donc avant de créer le modèle qui va faire le wagon entre la base de données et le serveur d'application, il y a une chose qui serait cool, c'est de le créer en fait, c'est de le définir. Et donc pour ça, on a les modèles basics. Alors je sais plus si c'est... Voilà, c'est ça. Alors c'est les modèles basics. Là, vous voyez qu'on utilise... Enfin, on n'utilise pas la même chose. Donc moi, je vais essayer de reprendre tout ce qui est... tout ce dont on a besoin, mais avec mon code à moi. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, ça va être un formulaire dans lequel je vais ajouter un utilisateur via son username, email et password. Voilà. Alors les données seront en clair, hein. Là on fait juste un test. Donc première chose, je vais créer un modèle user. Donc je vais toujours faire ça dans la partie initialisation. 2 petites secondes s'il vous plaît. Excusez-moi, donc oui, alors je crée cet utilisateur, excusez-moi. Quelqu'un a frappé à la porte. Pourquoi j'ai écrit une fonction tout de suite? Parti en mode automatique, je me reconcentre, on repart ici. Donc je prends un SQLize define ici, que j'ai déjà instancié là, donc define. Et vu que le SQLize avec un petit s, ce n'est pas le même que le grand S, il est déjà attaché à la base de données. Donc si je définis un modèle user, il va créer un modèle dans la base de données e-commerce. Donc user qui va attendre comme... Alors attendez, est-ce que je peux pas réduire... Ah super, voilà. Il est responsive le site, très bien. Donc, SQLize define attend 2 paramètres. Le nom du modèle et le deuxième paramètre, c'est un objet. Et cet objet contient plein d'autres choses. Donc, on va écrire les clés de ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, j'ai dit un username, 2 points, dans lequel on va définir l'objet avec type, data type,
datatypes.string en majuscule. Et ce datatypes, en fait, il s'est importé automatiquement grâce à VS Code, mais je ne l'avais pas importé. Donc ça, il faut l'importer de Sequelize ici. On voit ici aussi. Voilà. Ici, allow nul, je le laisse à true, donc j'écris rien. Et je duplique pour les autres éléments. Et je vais faire donc email et password qui seront tous des strings. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, alors, là il y a les parties où on peut étendre le modèle. Pour l'instant on va faire très simple, on va essayer de se connecter et ajouter des choses. Donc on va aller dans querying, le fait de pouvoir faire des queries, donc des requêtes en français sur la base de données. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser donc notre user et faire un await dessus. Mais avant ça, il va falloir que notre base de données se synchronise au démarrage. Et pour ça, c'est sync alter. Non. Alors, attendez, je sais plus. La recherche, elle fonctionne pas. Ok, donc le sync, voilà, model synchronization. Voilà, donc on va utiliser notre modèle et on va le synchroniser. On va utiliser alter true, donc altération, c'est-à-dire que si on modifie quelque chose, contrairement à force, il va tout effacer. Ici, il va juste mettre à jour ce qu'on a besoin de mettre à jour. Et ça, je vais le faire juste après que la connexion a été successful. Voilà. Et on peut rajouter un await dessus. Comme ça, on sait que le alter a bien fonctionné. Et ça, en fait, vous voyez, hop, il s'est passé pas mal de choses. Et normalement, on devrait avoir la table dans notre base de données. Donc, use e-commerce. On va rentrer dedans. Là, c'est juste pour vérifier ce qui se passe. Donc, select. D'ailleurs, si vous voulez que j'explique SQL aussi, je peux le faire. Mais je suppose que vous connaissez SQL. En tout cas, j'ai supposé ça. Et si vous avez des questions dessus. Et select from user, ça serait bien que je sache faire une requête aussi simple que ça. Elle n'existe pas. Est-ce qu'il a mis users? Ouais, pour l'instant, il est empty. Mais il vient d'être créé. Super. Donc, en fait, les modèles, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le nom. Ça, c'est Sequelize qui fait ça. Il prend le nom du modèle, il le met en minuscule et au pluriel. C'est pour ça que c'est users et pas user. Et c'est pas en majuscule. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer une donnée en brut. On va tester le fait de rentrer une donnée. Donc là, c'est Model Querying Basics. Et on va créer une donnée. Ici, on va recopier ça. Enfin, recopier. On n'a pas exactement le même modèle, mais on va s'en inspirer. Et on va le créer dès le début, dès la création, je vais créer ce nouveau modèle. Donc, je vais faire await user. Donc, je suis en train de recopier ça. User.create. Et moi, au lieu d'avoir first name et last name, je vais avoir username, email et password. Donc, je vais mettre username. Je m'appelle Génaïque. Email. Allez, je vous donne mon email. Discovery.co et mon mot de passe. Allez, je vous donne aussi mon mot de passe. L'heure est aux confidences. Voici mon mot de passe. S'il vous plaît, ne me hackez pas. On redémarre. Hop. Et là, donc la connexion a été faite. Et si on regarde ici, boum. Dans la base de données, j'ai bien Génaïque ABCDEF en mot de passe et qui a été créé à 17h35 parce que la base de données elle est à l'heure de je sais pas quoi et l'heure universelle.
ça se change si on veut, mais voilà. Donc vous voyez que j'ai créé uniquement username, email, password. Il va automatiquement créer un ID parce que pour une base de données, pour qu'elle soit performante, il faut absolument avoir un ID. Et on a le created at et le updated at qui sont créés par défaut, qui nous permettent de savoir quand l'objet a été créé. Donc ça, c'est cool. Donc c'est bon, je sais qu'avec ce bout de code, je peux créer un utilisateur. Parfait. Et bien maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir le récupérer. Je vais en créer un deuxième, tiens. Au démarrage, je vais en créer un deuxième. Et je vais l'appeler Cody. Cody qui est notre mascotte. Et lui, il a un autre mot de passe super compliqué. Voilà, on va changer un peu les informations. Je retourne sur mon terminal, je redémarre. Et donc, il va recréer un nouvel utilisateur. Je regarde dans ma base de données. Super, j'ai 2 utilisateurs. Alors concrètement, vous allez me dire, mais je vais pas travailler comme ça. Moi, je vais faire un site web. Je veux afficher des informations sur un serveur pour des utilisateurs. Mon utilisateur, il va pas pouvoir accéder aux données comme ça. Donc, c'est maintenant qu'on va lier. Donc, je vais remettre ça en commentaire pour ne pas créer plusieurs codis. Et ben maintenant, on va créer une page dans laquelle on va voir nos utilisateurs dans la base de données, tout simplement. Et pour ça, on va dire que lorsque je charge cette page, je vais afficher tous mes utilisateurs avec leur nom et leur adresse email et pas leur mot de passe quand même, parce que c'est secret ça. Donc l'idée, c'est que lorsque j'appelle ça, je vais utiliser mon user. Alors, on se rappelle que, je ne l'ai pas dit, mais les appels à la base de données, ils sont en await. Donc, il faut que la fonction autour de mon await, que je vais utiliser ici, link42, soit un async. Et maintenant, je vais pouvoir faire const users pour récupérer tous les utilisateurs de la base de données égale à await user.findAll. Et ça va me récupérer tous les éléments dans la base de données. Et ça c'est où qu'on le trouve? C'est dans Select Queries. Et voici le Find All. Voilà, c'est exactement, je ne l'avais pas vu ça, mais ça fonctionne pareil pour tous les ORM. Enfin, c'est très proche. Et eh bien, on va tester ça. Et pour l'instant, on va juste faire ça. On va faire un console log pour voir si on récupère les utilisateurs, users, et on va garder notre res.send. Salut Twitch et YouTube. Ça code. J'ai juste rien à dire en fait. Donc, on va quand même avoir une réponse parce que je dis souvent, les serveurs, ils sont polis. C'est-à-dire que moi, je lui fais une requête, je lui fais une demande et lui, il m'envoie une réponse. Si il n'envoie pas de réponse, je vais vous montrer. Si on n'envoie pas de réponse, la page, elle va charger indéfiniment. Et ça, c'est pas bon. Donc, je refais localhost. Là, la page, elle charge, elle charge, elle charge. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envoyé de réponse. Alors que si je fais send, hop, j'appelle. Ça serait bien que je relance mon serveur. J'appelle et voilà, j'ai une réponse. Maintenant, dans cette réponse, enfin, c'est pas la réponse qui m'intéresse, c'est le console log. Et regardez, ici, j'ai bien dans users un arrêt d'utilisateurs. Et le premier contient le username de Génaïque et le deuxième, ici, contient bien Cody. Parfait, avec l'ID, avec l'email et autres. Eh bien, ces informations, je vais les afficher dans la page. Et pour faire ça, comment on va faire ça? Allez, on peut faire ça de manière assez... Non, on va faire ça propre quand même. Avec Express, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Handlebars. On va faire ça, j'avais pas prévu, mais pour que ça soit propre, on va utiliser Express Handlebars, qui est un moteur de template pour afficher une page HTML. Hop.
npm express handlebars. Handlebars, c'est un moteur de template. Si vous connaissez Node.js, vous connaissez peut-être Moustache, EJS, Dustin. Si vous connaissez PHP, vous connaissez Spip, Pug. Voilà, ça ce sont des moteurs de template. Et donc si j'utilise Express Handlebars, j'ai aussi besoin de Handlebars. J'ai besoin des deux. Et Express Handlebars va faire le lien entre Express et Handlebars, comme son nom l'indique. Donc, hop, je vais créer un. Vous savez quoi? Avant de faire la partie compliquée, je vais terminer avec ça pour au moins afficher quelque chose de simple. Que vous voyez que ça fonctionne, parce que je vais ajouter tellement de choses, mais concrètement, on va ajouter quelque chose de simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un map qui va me retourner un array avec mon username et mon mot de passe, username et email de chacun des utilisateurs. Parce que là, users pour l'instant, il est assez lourd comme objet. Donc je vais faire const user display, users display, donc les utilisateurs que je vais afficher. Je pars sur les users, je fais un map, c'est-à-dire je vais faire une boucle. Cette boucle attend comme paramètre une fonction callback et à chaque fois que cette boucle va aller voir un utilisateur, il va me le servir dans une variable utilisateur, user. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cet utilisateur et retourner un autre, un autre objet un peu plus simple. Pareil, le map, c'est un peu compliqué si vous en avez jamais fait. Donc, n'hésitez pas à vous poser la question si besoin. Et donc, le user display, je veux qu'il m'envoie un objet. Cet objet aura deux clés, username. Et ce username, ça sera user.dataValues.username. Donc, user.dataValues username. Et pareil ici. Non. Hop, hop. Email. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cet objet simplifié. Je vais le transformer en un string. Comment je vais faire ça? Non, bah en fait, je vais directement, vous savez quoi, on va faire beaucoup plus simple, c'est qu'au lieu de retourner un objet, je vais directement retourner un string. Donc une chaîne de caractères, pardon. User.dataValues.username et je vais concaténer le username avec l'email dans un string. Et donc donc maintenant mon user display c'est un array de string. Donc, je vais faire users display.join séparé par deux slash comme ça. Hop. Et on relance avec npm start et regardez. Voilà, j'ai bien mes deux personnes de la base de données qui sont affichées et qui sont séparées par un slash. Voilà, ça c'était la manière vraiment simplifiée de la chose. Là, je vais rajouter un moteur de template pour que ça soit joli, pour que je puisse mettre du CSS et ainsi de suite avec un titre et autres. Donc on va laisser ça pour le moment. Et donc j'ai déjà installé Express Handlebars et Handlebars. Et je vais donc l'instancier. Const. Donc je vais refaire cette ligne là. Hop, const exp hbs, donc Express Handlebars. Express Handlebars. Ensuite, on a déjà notre var app express. Par contre, on n'a pas notre app engine. Donc le app engine se met juste après ici app.engine. C'est l'engine donc handlebars avec pour paramètre. Salut Faïz, vidéo drôle, comment vas-tu? XPHBS, voilà, on écrit simplement ça. Ensuite, on appset le view engine qui va avoir pour valeur handlebars. Et en fait,
il y a le lien entre les deux là. Le engine et le view engine ont été liés via ce string. Donc il faut exactement écrire la même chose. Une fois que c'est fait, je n'ai plus besoin d'utiliser render res.send. Je vais utiliser res.render. Il va faire un rendu de mon template. On va faire res.render du template home. Ce template home n'existe pas. Pourquoi? Parce que je vais le créer. Et en général, ce qui fait Express Handlebars, c'est qu'il va chercher dans le dossier Views par défaut. Ça, il faut le savoir. Je ne sais pas où c'est. Ils ont dû le mettre quelque part. Voilà. Donc, il faut que je crée un dossier Views ici. Ce dossier Views va avoir un fichier home.handlebars. Là, l'extension courte. Hein. Vous voyez, une petite moustache de handlebars. C'est l'icône d'handlebars. Avec à l'intérieur un dossier layouts. Et ensuite un main.handlebars. Et le main, en fait, c'est votre template master dans lequel, en fait, le home, il va contenir que le body. Et le template main, il va contenir la structure de votre page. Comme ça, vous écrivez votre structure HTML une seule fois. Vous n'avez pas besoin de l'écrire deux fois. Donc, hop. Et là, le body, ça va faire un include. Ça va inclure code discovery, node MySQL. Donc, ça va inclure le home. Et donc, dans le home, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pour l'instant ajouter un H1 pour dire yo le stream. Tranquille ou quoi? Et ensuite, je vais ajouter ma liste d'utilisateurs via un H2 et je mets utilisateur. Tu m'as fait sursauter. Merci pour le follow Edomias et Forgazers que j'avais pas vu il y a 37 minutes. Merci pour le follow les gars, vous gérez. Pareil, si vous voulez vous présenter, me dire un peu ce que vous faites, avec grand plaisir. Ensuite, on va s'arrêter là, on va s'assurer que ça s'affiche. Ce serait déjà pas mal. Pop. Normalement, tout est bon dans le gibbon. NPM Start. Je rafraîchis cette page et super, ça affiche bien mon HTML. On a bien H2 et un H1, on voit la taille différente. On va faire un petit peu de CSS, ne vous inquiétez pas, c'est un peu moche. Sauf que ce template, il a besoin de paramètres. Donc je vais lui envoyer un objet de paramètres qui va être users, qui va contenir. Et là, je ne vais pas mettre user display qui est un string, je vais mettre le users de base. Celui-ci, celui qui est complet avec data, data values et autres. Je veux cet objet-là. D'ailleurs, je suis pas sûr, je ne l'ai jamais fait, on va voir si ça fonctionne. Parce que c'est un objet un peu spécial. On va tester. Et maintenant, dans le home handlebars, je peux fermer le main, c'est la structure. Je vais faire une boucle handlebars. Alors, comment on fait une boucle handlebars? Loop in handlebars. Donc, hop, je fais, c'est le each. C'est où? La flemme de chercher each. Voilà. Donc, c'est le each. Je vais faire un each sur ma variable users. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envoyé. Alors, la clé de mon render, c'est la variable de mon template. Donc maintenant, ce template a une variable users parce que j'ai créé une clé users. Donc ici, j'écris directement dièse each users. Je referme mon each qui est ma boucle. Donc c'est pas du vrai c'est pas du langage classique. Et ensuite, je vais faire un UL comme ils ont fait. Un UL et pas un Hulk. On va l'écrire en vert tout à l'heure. Et à l'intérieur, je vais afficher non pas this, mais l'objet que je vais récupérer. Et cet objet, il est...
Attendez, je sais plus comment j'appelle. J'appelle directement mon objet. Donc cet objet, il va avoir data values .username. On va déjà afficher ça, on va regarder si ça fonctionne. Hop. Super, c'est bon, j'ai affiché mes utilisateurs. Donc il fait une boucle sur l'objet. Cet objet contient la clé data values et ensuite dans la clé data values on a username auquel j'attache mon email aussi. Oh là 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 là, on a nos utilisateurs. Maintenant ce qui serait bien c'est d'avoir un formulaire qui ajoute l'utilisateur. Et une fois qu'il est ajouté, on revient sur la page d'accueil et on affiche. On revient sur la page d'accueil et on voit s'il est ajouté dans la liste des utilisateurs enregistrés. Donc, pour ça, il va nous falloir un formulaire. Donc, ce formulaire, ici, on le crée form. Donc les formulaires en HTML, je vais aller assez vite parce qu'on a fait déjà des lives où on faisait que des formulaires où j'expliquais tous les détails, donc je vais faire beaucoup plus simple. Ce formulaire, je vais mettre des diffs quand même pour que tout soit les uns au-dessus des autres. Et je vais écrire un input, je ne sais plus ce qu'on dit, de type text qui va me permettre d'afficher le username. Un autre qui va me permettre, et je vais quand même mettre un petit label pour que ça soit lisible, nom d'utilisateur, nom d'utilisateur, email. Alors là je le fais vraiment simplet, hein. Je vous ai dit c'est pas propre du tout, c'est pas accessible. On a fait d'autres lives, on se concentrait là-dessus. Là, je vais aller au cœur qui est notre MySQL, enfin, notre base de données et password. Sauf que le password, on va pas l'afficher en visuel, on va mettre password en type comme ça. Ça va faire les petits ronds au lieu, quand je vais écrire quelque chose, ça va faire les petits ronds. Je rafraîchis, et vous voyez, j'écris, hop, ça fait les petits ronds. Si je mets pas password, si je mets autre chose, je mets texte, eh bien je vois ce que... il faut que je rafraîchisse, tiens. Hop. Je vois ce que j'écris. Donc simplement passer en password, ça les cache. Ça les cache aux autres personnes qui sont derrière vous en train de vous regarder écrire. Ok, donc ce formulaire, on va l'envoyer à une route côté serveur. Donc on va créer une méthode post. Donc c'est le verbe HTTP sur lequel on récupère le formulaire et on va lui donner une action, donc une route. Donc l'attribut action, ça va être la route de mon serveur qui s'appellera submit ou sign in, sign up, register user. Voilà. Donc ce register user devrait récupérer ces infos et il manque quoi? Il manque un bouton de validation, tiens. Hein, type submit, ça serait bien, et enregistrer. Sinon, mon formulaire, je ne peux pas l'envoyer. Je vais me mettre un petit HR ici pour que ça soit. On a une petite séparation. Voilà, hop. Ici, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Je n'aime pas ce que je vois. Il va y avoir du CSS en fin de live. Eh bien. Maintenant, côté serveur, puisque là, je vais envoyer, je suis côté client, j'ai envoyé les informations côté serveur et c'est le serveur qui va enregistrer en base de données avec le code qu'on avait eu tout à l'heure. Donc, j'ai créé cette nouvelle route qui s'appelle app.post et pas get, donc c'est le verbe HTTP qu'on va utiliser et avec la route register user. Ce register user, il attend comme deuxième paramètre une fonction callback qu'on va passer en async directement avec deux paramètres rec et res, exactement comme plus haut. Sauf que là, quand je vais envoyer l'information, je vais les récupérer via le rec body.
la requête aura un corps, c'est-à-dire qu'elle aura des informations qui seront logées dans son corps, dans le body. Et donc, je vais pouvoir les récupérer. Vu qu'on ne fait pas un cours d'express, je vais aller assez vite là-dessus. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, pardon. Et je vais présupposer que ça fonctionne, mais je vais quand même laisser ce petit console log au cas où ça ne fonctionne pas. Comme ça, je vais pouvoir comprendre ce qui s'est passé si j'ai fait des bêtises. Donc, une fois que j'ai récupéré les informations, donc ma requête a... Quand je vais appuyer sur enregistrer, ça va appeler cette route, le formulaire va appeler cette route en poste et donc va exécuter ce code. Une fois qu'il exécute, je veux qu'il enregistre l'utilisateur en base de données. Oups. Ici, je décommente, mais je ne veux pas que le username soit codé. Je veux que le username soit le username que j'ai envoyé côté front. Pourquoi? Parce que ça je vais vous montrer. Ici. Le name, la valeur de l'attribut name dans l'input va être la clé de mon body. C'est-à-dire que je vais recevoir username, email et password. Donc, sur le rec body, rec.body.email et rec.body.password. Je précise, hein, normalement les mots de passe doivent être chiffrés. Là, on fait simple, que vous puissiez voir, mais c'est pas le but, c'est de faire du MySQL. Enfin, très basique, hein, on fait même pas de jointure. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une réponse parce qu'on reste poli. Je fais une demande à mon serveur de m'ajouter des choses en base de données. Et ben mon serveur, il va être poli, il va répondre et il va me rediriger sur la page d'accueil, sur la route slash. Puisque la route slash, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lire les informations de la base de données. Donc ça veut dire que si j'ai créé mon utilisateur, que je redirige sur la base de données et que que je redirige sur la route, sur la home page, et que sur la home page, je rappelle cette base de données avec tous les utilisateurs à l'intérieur, et bien normalement, j'aurai ce nouvel utilisateur en plus. Regardons. J'ai l'impression d'être un présentateur télé. Donc si j'ai fait des bêtises, ça ne fonctionnera pas. On va prendre quelqu'un sur le chat parce que j'ai déjà rentré trop de noms. Donc Adeline. Avec son email adeline@ok.com, c'est très bien. Et le mot de passe d'Adeline, je vais vous le révéler, c'est Adeline. Ah, et bien il y a une grosse erreur. Tout s'est cassé. C'est cassé. Et bien on va regarder quelle est cette erreur. Ah bah oui, oh là là. Mon body ne peut pas exister parce que je n'ai pas donc express. Non, express pour que le body existe. Il nous faut le express JSON. Il y a une commande que j'ai oubliée ici. Express JSON. Je crois que c'est ça pour le body. Ouais, c'est ça, c'est express JSON. Et comment il est utilisé dans le code? Je ne donne pas d'exemple. Ok, si je me rappelle bien, c'est simplement express. Donc app.use, pardon. App.use express.json. Voilà, hop. On relance. J'ai totalement zappé ça. Ça fait longtemps que j'ai plus fait d'express. Hop. Je reviens sur la page d'accueil. J'ai mes deux utilisateurs. On rajoute Adeline avec son email adeline@ok.com et son mot de passe Adeline. J'enregistre. Boum. Ah, on a une erreur. Et ben regardons notre console log pour voir s'il nous affiche. Donc il a bien ajouté quelque chose en base de données puisqu'il y a 3 utilisateurs. Il y a un nouveau point. Mais cet utilisateur est totalement vide. Il n'y a aucune information à l'intérieur.
Donc regardons notre rec body. Rec.body. Ah, notre rec body il est vide. Bon, bah, on va faire la manière plus longue. Pour récupérer le body, c'est le express. J'ai oublié comment on fait ça. Ah, c'est le body parser. Hop. Donc là, il faut un module. Hop. npmi body-parser. Et merci Adeline. J'avais pas vu. Donc rec body parser. Const body parser require body parser que je viens tout juste d'installer et le appuse express body parser. Et lui, il refait normalement tout ce que fait le express JSON, mais je crois qu'il... Ah, j'ai oublié le URL encoded. Ah oui, c'est pour ça. J'ai oublié quelque chose dans le express JSON. Donc express... Non, express body parser, c'était avant ça. Donc appuse, voilà, appuse body parser. Donc on redémarre le serveur. Hop. On rafraîchit. Ok, c'est deprecated. On va faire avec. Le but, c'est pas de faire du body parser. Adeline. Ah, il est parti là. Sauf qu'il est... Donc, excusez-moi, npm body parser. On va aller faire la documentation de body parser plutôt que de faire de l'à peu près, pardon. Bien sûr, il nous raconte toute sa vie et c'est sur la fin. Voilà, voilà. Voilà. Stack Overflow n'était pas une bonne source d'information. On relance. Une énième fois Adeline, j'espère que ça va être la dernière. Hop. Super, c'est bon. Tout ça, c'est, enfin, il n'y avait aucun rapport avec la base de données, c'est juste que le serveur ne recevait pas les bonnes infos. Et là, vous voyez, on reçoit bien un rec body qui est un objet. Cet objet a les 3 clés qui viennent du front. Et ensuite, ces 3 clés qui sont des variables, je les utilise ici. Donc rec body, c'est un objet donc .username, rec.body.email qui a pour valeur Adeline et le password et ainsi de suite. Et donc ça nous ajoute les informations. Et bien voilà, on a fini en fait pour l'introduction. Est-ce que vous voulez voir autre chose? Je sais pas, un CSS sur... Enfin, je sais pas, j'ai pas d'idée. Pour moi, on a vu ce qu'il y avait à voir. Je savais pas... C'est parce que si je vais faire quelque chose de plus compliqué, bah ça va pas prendre 2 heures, quoi. Avec toute l'installation, je voulais prendre le temps de faire les installations parce que d'habitude, je vais très vite. Et je pense que le but, c'était vraiment d'apprendre quelque chose de nouveau et pas simplement de terminer. Eh bien, s'il n'y a pas... Ok, bon, bah, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je... Bah, on va se faire un petit peu de CSS quand même, on va rendre ça propre et on arrête là. Allez, 10 minutes de CSS, pas plus. Parce qu'après, après, je vais le mettre sur GitHub, le code. Donc ça serait bien que ça soit un peu propre si vous voulez le réutiliser. Et pour ça, j'ai besoin d'un fichier CSS qui sera chargé dans mon layout ici. Donc un link href rel style sheet. Donc le href c'est css /css style.css.
je ne l'ai pas créé. Et en fait, ce fichier, je vais le créer dans le dossier public. Et tout ce qui est dans le dossier public va faire office de fichier statique. Donc, je crée le dossier CSS et dans le dossier CSS, je crée le style.css. Je vais créer un body. Sur ce body, je vais faire une margin 0 et je vais faire un background color en Indian Red pour que ça tape pas les yeux. Et on va vérifier si ça fonctionne. Et en fait, je rafraîchis, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que il faut que je rende mon dossier public comme statique. Pour faire ça, je vais toujours dans Express qui est le serveur et je vais rajouter app.use express.static. Ça, je m'en rappelle. Statique de quoi? Du dossier public. Normalement, ça devrait fonctionner. Pour vérifier ça, je fais localhost /css/style CSS. Super, j'ai bien mon fichier qui est servi par mon serveur. Donc quand je rafraîchis, je vois bien le body avec la couleur Indian Red. Ça, c'était que pour le test. On va l'enlever. Et ce que je vais faire, on va faire quelque chose de mignon. Allez, du Flexbox. Hop, on va réduire ça. On va faire du 50-50. Et ce que je veux, c'est avoir un display flex pour aligner à l'horizontale nos éléments. Sauf que là, c'est en bataille. Donc, je vais créer deux boîtes et ces deux boîtes seront alignées à gauche et à droite. Ici. Donc, la première boîte, ça va être ici la div qui va contenir toutes les infos, c'est-à-dire le titre, utilisateur et tous les utilisateurs. Et la deuxième boîte, elle va contenir mon formulaire. Je rafraîchis et vous voyez, on a le formulaire et le titre séparés. Ensuite, là je le fais à la volée, donc je sais pas trop comment on va faire ça. Je vais créer une classe qui va s'appeler main ici et une classe qui va s'appeler form. Comme ça, je pourrais les gérer séparément. On va se mettre un padding sur les deux pour leur donner de l'espace qui se colle pas. Donc sur le style ici, je fais point, comment je les ai appelés, main et point form. On va leur mettre le même padding à 1 EM. On rafraîchit, voilà, comme ça ils se collent plus. Ensuite, comment on appelle ça? Ce formulaire, on va tout mettre les choses les unes au-dessus des autres pour que ça prenne un peu moins de place. Alors je vais fermer des fichiers là parce que je me perds. L'index, on va le garder. C'est le main que je veux fermer. Donc ici, je vais recréer. Ouais, ça fait beaucoup de divs. Donc je vais pas créer une div, je vais créer ici une classe form group que je vais réutiliser aux deux endroits. Et donc pour tous les form group, les enfants du form group seront en display block puisque l'input et le label sont des displays inline. Donc form group, pour ceux qui font du bootstrap, vous verrez que c'est le même, c'est la même. J'utilise form group, mais c'est moi qui crée cette. Pardon, form group, les enfants de form group. Voilà. Hop, un peu mieux. Ensuite, il me reste 5 minutes. On va centrer.
Bah non, là, à la limite, ça va. Ouf, j'avais oublié. On va changer la fonte. Fonte family. Arial. Je ne veux pas envoyer une fonte aussi moche. Et allez, on va finir on va finir ça bien. Je vais aller sur Colors. Je vais me prendre une palette de couleurs et je vais mettre un peu de couleurs. Un peu de couleurs et un peu de paillettes dans la vie de cette page. Alors, Colors, c'est un site qui donne des petites palettes de couleurs qui sont cool. Je choisis celle que je trouve intéressante. Pourquoi pas celle-là, l'Irlande. Une palette irlandaise. View palette. Il n'y a pas une autre manière de... Ah bah oui, voilà, j'ai juste ça à recopier. Donc je vais copier ces variables CSS et je vais donner un peu de couleur. Franchement, j'ai très peu d'éléments, j'ai très peu de couleurs, donc je vais pas faire de variable CSS. On va mettre un fond, donc ça va être un fond blanc. Ça c'est fait. Et ouais, j'arrive pas à mixer ces couleurs là dans ma tête. Je vois rien avec ces couleurs. Je pourrais faire de cool. Ok, on va faire très simple alors. Donc, je vais créer des text shadows sur le H1 qui va être donc la couleur du H1. Je vais l'ouvrir ici à côté. Attends. Ouais, donc ça veut dire que quand j'agrandis, il prend pas toute la place. Donc ça aussi, on va le changer. On va dire à la home de prendre toute la place qui lui est donnée. Alors, toute la place qu'il peut prendre. Donc pour ça, on va faire Hello Johnny Boy, JVG, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Quel bon vent nous amène. Non, quel bon vent t'amène parmi nous. À chaque fois que je dis cette phrase, je me trompe. Quel bon vent t'amène parmi nous, Johnny Boy. Je sais plus ce que je faisais. Qu'est-ce que je faisais? J'allais mettre dans le body quelque chose. Ça va super. J'ai envie de me balader dans la partie science et techno. Oui, j'allais faire un text shadow. Mais oui, pardon. Et entre deux, voilà. J'ai pensé à rajouter un flex gros sur le main. Flex gros de 1. Et voilà, comme ça, il prend toute la place. Donc, il pousse le formulaire sur la droite à chaque fois. Donc, ça, c'est fait. Et en effet, on va se faire le text shadow dont tu parlais. On revient sur l'Irlande. Et on va l'inverser. Ça va être la couleur. Ah, ouais, c'est ça. Et ça va être le text shadow. Text shadow. Le text shadow prend 3 paramètres. La portée X de l'ombre, la portée Y de l'ombre et enfin la direction X de l'ombre, la direction Y et la dernière c'est l'étendue de l'ombre, si elle est forte ou pas. Et moi je vais la mettre à 0, j'aime bien ce que ça fait. Parce que là c'est beaucoup trop 1, 1 et les couleurs elles sont pas assez 1, 2, 2 comme ça, 1, 2, 2 c'est trop. Et en fait, je crois qu'on va réinverser. On va mettre cette couleur ici et celle-là en bas. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que dalle. Enfin, en tout cas, on voyait mieux avec l'autre. Et on va essayer ce vert.
Franchement, ça n'a aucun rapport avec le live. Ouf. Ouf. Non, on va rester à ce qu'on avait au début. Hop, voilà. Le H2, ben on va faire son inverse. On va reprendre le tout. Et cette fois, on va lui donner les couleurs vertes. Donc, ce vert là ici et ce vert là en shadow. On regarde ce que ça donne. Ok, ça fait pastel. Ça fait combien de temps que tu codes? Oh, ça fait pas mal d'années. Un peu plus de 15 ans. Un peu plus. Mais je suis pas... C'est pas comme si je jouais ces 15 ans. Alors, eh bien, bah, franchement, j'ai pas d'autre idée, hein. On va s'arrêter là. Allez, on va rajouter un nouvel utilisateur, Johnny Boy. Johnny Boy. Qui a... Alors, je connais déjà ton adresse email, c'est jojo@ok.com et ton mot de passe, c'est Jojo Bizarre Adventures. Hop, j'envoie. Et voilà, Johnny Boy a été rajouté à la liste des utilisateurs. Et pour vérifier tout ça, rappelez-vous, on avait fait un select from user. On voit bien tous nos utilisateurs avec le mot de passe de chacun. Alors bien sûr, le mot de passe, c'est encrypté. Chiffrer un mot de passe, c'est encore un autre travail. Mais c'était pas le but de ce live de ce soir. Je trouve ça toujours vide. Eh bien, on va... Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre le vert pastel là. Et ça va devenir mon vert sur toute la page. Et en fait, sur un design pastel, le noir aussi pétant, il est enfin aussi black, ça c'est pas bon. Donc color, la couleur de base, ça va être un... Là, je vais la définir. Hop. On va sur le body. Color, black. Là, c'est déjà fait. Je la modifie. Voilà. Hop, pas trop clair, mais pas trop puissant non plus. 4A. Ok. Donc, color 4A. Hop. Et background color. Et cette fois, c'est dièse 2EC4B6. Attention les yeux. Et on va l'éclaircir un tout petit peu. Voilà. Enfin, pas qu'un tout petit peu. Voilà. Background color. Hop. Sauf que, comme vous le voyez, on rafraîchit. Voilà. Sauf que, comme vous le voyez, les formulaires là, ils ont un background, donc les inputs ici. Input, background color, RGBA 0, 0, 0 avec une opacité à 0. Ils sont donc transparents. Et une border. Ah ouais. Border 1 PX solide. On va garder ce même gris. La couleur. Et avec une border radius. À 3 PX. Ouais, c'est mieux. Ok.
Bon, ben on s'en contentera. Il est 20h20. On va s'arrêter là. Merci pour votre participation.